Des armes françaises pour le Nicaragua, un contrat à dimension politique. Le ministre de l'économie prêche la confiance aux patrons. 91% d'entre eux sont pessimistes pour 82. Des malades du Rhin protestent contre la qualité des soins. Ils font grève de dialyse. Nouvelles inondations en France. Cette fois, ce sont la Loire, la Marne et la Dordogne surtout qui sont en crue. Madame, Monsieur, bonsoir. 100 millions de francs, ce n'est pas un très gros contrat d'armement que la France socialiste vient de passer avec le Nicaragua. Ce n'est rien si on le compare aux 5 milliards 700 millions d'armes françaises vendues en principe à l'Égypte tout récemment. Mais c'est un contrat qui, dans le contexte politique actuel, prend un relief très particulier, car c'est la première application concrète de la nouvelle politique française vis-à-vis de l'Amérique latine. L'hebdomadaire L'Express révèle que ce contrat a été conclu dans le plus grand secret en décembre dernier et que Charles Hernu, le ministre de la Défense, qui est en ce moment à Washington, a la tâche difficile de l'expliquer au gouvernement américain. Washington, très sourcilleux dès qu'il s'agit de sa propre zone d'influence dans cette partie du monde, n'apprécie pas du tout la politique française qui, vue de là, concourt aux efforts soviétiques et cubains pour déstabiliser l'Amérique latine. Le Nicaragua était, jusqu'à la révolution sandiniste, la chasse gardée d'une dictature sanglante, celle de Somoza. Gérard Sebag, qui était sur place l'été dernier, nous explique la situation actuelle. De pie, con más energía y más uniforme. Après la chute du régime Somoza, le Nicaragua a construit son armée autour des centaines de guérilleros qui, pendant des années, s'étaient battus dans la brousse contre la garde nationale. Il s'agit d'une armée populaire composée en majorité de jeunes, constituant plus une milice qu'une force régulière. Dans l'ensemble du pays, autour des grandes villes, il existe des camps comme celui-ci où des vétérans de la lutte de libération apprennent aux nouvelles recrues à se servir d'une arme. Équipement léger, Kalachnikov, d'origine soviétique, Cuba, les pays de l'Est étaient jusqu'à ce jour les seuls fournisseurs de ce petit pays d'Amérique latine qui voulait avant tout se libérer de l'emprise économique des États-Unis. Le Nicaragua est devenu, selon Washington, un deuxième Cuba, une sorte de gangrène qui, par son gouvernement populaire et révolutionnaire, risque de faire tache d'huile. Les États-Unis soutiennent des pays voisins comme le Salvador et le Guatemala, où il existe déjà des mouvements de guérilla et une répression sanglante. Maintenant, nous avons passé d'une force de maquisards à une force régulière. Mais nous croyons que c'est bon, qu'il faut conserver la morale combative. C'est-à-dire l'esprit guérilleros. C'est ça. Mais dans une discipline, dans un ordre, d'une force armée régulière. Donc vous recevez des armes gratuites de l'Union soviétique et des pays de l'Est. Complètement. Et vous acceptez ces armes. Et même, si la même France veut nous donner des avions, on les reçoit. Nous avons besoin d'armes et de munitions. S'il y a un pays qui veut nous donner, on les reçoit. Mais sans avoir de conditions. Nous sommes maintenant un pays libre. Le président Reagan, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, n'a pas caché que le régime actuel au Nicaragua était un danger pour l'Amérique centrale. L'armée américaine a accru son aide aux pays voisins en armement et en conseillers. Aux frontières nord du Nicaragua, les incursions de mercenaires ou d'anciens soldats de Somoza se sont accrues. De crainte de déplaire un peu plus à Washington en recevant du matériel soviétique, les dirigeants sandinistes préfèrent donc s'adresser à la France. Oui, toute l'argumentation française pour fournir maintenant des armes qualifiées de non-offensives aux sandinistes consiste à dire qu'il vaut mieux que Paris leur apporte un soutien armé plutôt que Moscou. Mais il est sûr que cette initiative a aussi pour but de rééquilibrer la politique française qui, vue de Moscou cette fois, est sur le plan des rapports Est-Ouest et de la Pologne jugée trop atlantiste. Moscou ne ménage pas ses attaques contre la France en ce moment. Ce matin même, la Pravda a dénoncé encore une fois, je cite, l'hystérie antisocialiste qui régnerait en France. En tout cas, pas question de remettre en cause le contrat de gaz franco-soviétique, dit-on ce soir officiellement à Paris, et cela malgré la crise polonaise. Financée par Moscou, la Pologne commence à honorer au compte-gouttes ses dettes envers l'Occident, mais les versements ne sont pas suffisants pour mettre en œuvre un nouvel accord de rééchelonnement. C'est ce qu'ont estimé aujourd'hui à Londres les banquiers créanciers de la Pologne.
En Pologne même, dans plusieurs villes du pays, les procès de syndicalistes sont toujours en cours, mais la télévision polonaise que vous voyez en ce moment n'en dit rien. Solidarité continuerait à appeler les travailleurs à la grève générale. À Katowice, plusieurs entreprises seraient paralysées par la grève. Quant à Lech Walesa, contrairement aux affirmations du porte-parole du régime, il ne serait pas abrité dans une villa luxueuse. Au contraire, il changerait de lieu de résidence tous les 3 jours à Varsovie. Cessez d'exécuter vos prisonniers. C'est l'appel que lance Amnesty International au régime afghan comme aux résistants. La vitalité de la résistance afghane, vous la constaterez tout à l'heure dans le remarquable reportage de Jérôme Bonny et Christophe de Ponfilly qui sera diffusé juste après ce journal dans le cadre du magazine Affaires vous concernant. Déjà un avant-goût. Nous sommes allés en Afghanistan parce que nous ne nous sommes pas fait à l'idée que ce pays, apprécié il y a quelques années par des Français de plus en plus nombreux, se trouve du jour au lendemain coupé du monde. Nous y sommes allés clandestinement afin de donner la parole à ceux que l'on voudrait faire taire. Avec nous dans cette caravane, 3 médecins français. 3 parmi les 20 médecins français travaillant aujourd'hui en Afghanistan, où ils soignent à la fois les blessés et les malades civils. Nous avons traversé les montagnes pour essayer de découvrir comment la population afghane vit dans la guerre. Comment une résistance mal connue a su s'organiser après 2 ans d'occupation soviétique. Et nous espérons que ce film permettra de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, à un moment où le pays est isolé par les neiges. Pour ne pas oublier cette population, tant que les bombardements n'auront pas cessé. Rendez-vous donc à 8h35. Politique française, le sommet PS-PC aura lieu demain au siège du Parti communiste à Paris. La composition des 2 délégations en illustre l'importance puisque les présidents des groupes parlementaires en font partie. Côté socialiste, la délégation sera conduite par Lionel Jospin, flanqué de Pierre Joxe et de 6 autres personnalités du parti dont Jean Popren et Paul Quillès. Côté communiste, maintenant, en tête de la délégation Georges Marchais, André Lajoigny, président du groupe à l'Assemblée, Paul Laurent, Roland Leroy et 4 autres responsables de premier plan. L'ombre de la Pologne va peser sur ce sommet qui, pour les 2 parties, représente un enjeu important. Paul Amar. Oui, absolument, Christine. Et l'importance de cette rencontre peut se résumer à une question. Réussiront-ils à se mettre d'accord sur la Pologne? On sait que les socialistes et les communistes portent un regard très différent sur ce qui se passe en Pologne. Les socialistes condamnent sans équivoque l'intervention militaire. Les communistes, la direction du Parti communiste, condamne d'abord le syndicat Solidarité. Il n'est pas du tout certain que les 2 partis puissent demain, en quelques heures de discussion, gommer ce désaccord. Mais ce qui est probable, c'est que cette divergence ne provoquera pas de rupture spectaculaire ou définitive. Ni les uns ni les autres ne tiennent pour l'instant à faire de la Pologne un motif de divorce. Oui, donc le risque de rupture est pratiquement inexistant. Effectivement, et pour les socialistes et les communistes, peut-être que le meilleur moyen d'éviter ce risque de rupture, c'est de limiter le débat au niveau des partis, de le circonscrire aux partis, quitte à rester en désaccord, tout en épargnant le gouvernement. Les propos de François Mitterrand sont d'ailleurs significatifs. Le président de la République distingue explicitement l'action du gouvernement et celle des partis. Il invite bien sûr solennellement les ministres à préserver et à renforcer l'union des forces qu'ils représentent. Mais si on demande au chef de l'État ce qu'il attend de la rencontre de demain entre les 2 mouvements, il répond d'un ton assez sec: les partis, ça n'est pas mon affaire. L'attitude des ministres communistes est assez révélatrice également. Anicet Le Pors n'a pas hésité la semaine dernière sur Antenne 2 à se démarquer de Georges Marchais à propos de la Pologne, comme pour mieux affirmer sa solidarité avec les autres membres du gouvernement. Ce qu'on perçoit donc actuellement, c'est une volonté commune de ne pas se séparer et de ne pas donner un caractère dramatique à la rencontre de demain, même si le débat reste grave sur le fond, parce qu'à travers la Pologne, ce débat porte sur la nature du socialisme et sur l'importance des libertés syndicales et politiques dans un système socialiste. Pas question de boycotter les ministres communistes du gouvernement, a déclaré aujourd'hui Bernard Ponce, le secrétaire général du RPR, qui n'est donc pas d'accord avec son homologue de l'UDF, Michel Pinton, ni même avec le RPR, Jacques Toubon. En tout cas, l'ordre règne au RPR. 8 parlementaires européens qui ne voulaient pas respecter le principe du tourniquet et laisser au bout d'1 an leur fauteuil strasbourgeois à d'autres collègues du RPR ont été sanctionnés. En fait, seuls 2 d'entre eux sont membres du parti, Vincent Osquer et Pierre-Bernard Coust. Ils se sont donc mis hors du parti, estime le secrétaire général du RPR.
Et puis ce premier sondage sur les législatives partielles qui auront lieu dans 4 circonscriptions, les 17 et 24 janvier prochains. La gauche serait légèrement en tête dans les 4 cas. Le chiffre du jour maintenant, 91% des patrons français sont pessimistes devant les perspectives économiques de 82. C'est le chiffre le plus frappant d'un sondage que publie notre confrère L'Expansion, sondage réalisé à l'occasion du forum organisé par le magazine et qui a eu lieu aujourd'hui. Le ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors, en était l'invité. Si les patrons n'ont pas le moral, Jacques Delors pourtant a la cote d'amour puisque 80% des patrons interrogés ont une bonne opinion de lui contre 18% pour Pierre Mauroy. Le ministre s'est efforcé au cours du forum auquel assistait Jean Lebert de réveiller l'enthousiasme patronal. Quand on a entre patronal. 50 et 65 ans qu'on s'est battu pendant 30 ans pour faire de son entreprise une entreprise compétitive, créative d'emploi, et qu'il faut remettre ça avec en plus une certaine incertitude sur le changement politique, ce n'est pas facile. Le temps est celui de l'effort. Le temps est celui du défi. Pour toute l'Europe et pas simplement la France. Compte tenu de cela, l'avenir a besoin d'être éclairé. Et mon devoir essentiel est d'essayer d'éclairer l'avenir. Et vous verrez que dans les nouvelles formes de prévision concertée et de planification, nous essaierons de baliser autant que faire se peut le chemin. Car les chefs d'entreprise ont besoin de savoir où ils vont, même s'ils savent qu'il y a beaucoup d'aléas. Bien sûr, nous ne gagnerons pas tous nos paris, mais nous devons prendre des paris. Il n'y a pas aujourd'hui de politique économique dotée d'une assurance tout risque. Vous le savez pour vos entreprises, vous devez l'admettre pour la politique économique nationale. Ces exhortations à l'effort ont été relativement bien reçues par les chefs d'entreprise. Les patrons n'en restent pas moins très conscients des difficultés de l'avenir et le pessimisme du sondage le confirme. Le pessimisme n'est pas le résultat d'un simple état d'âme. Les chefs d'entreprise n'ont pas d'humeur. À la vérité, ce sont des hommes qui réagissent sur des chiffres, et les chiffres de leurs entreprises. Or, nous venons de vivre économiquement une année 1981 qui est particulièrement grave pour les bénéfices des entreprises françaises. Les chiffres sont parlants, c'est un creux historique, comme on l'a dit, comme nous venons de le répéter. Ces bénéfices que dégagent les entreprises ne servent pas à des fins personnelles. Vous savez que ces bénéfices sont généralement réinvestis dans les entreprises, servent à acheter des machines, à développer des usines, à agrandir des bâtiments et plus tard à faire du chiffre d'affaires, de nouveaux produits et bien entendu à créer de nouveaux emplois. Et vous comprendrez que devant les résultats tout à fait graves, je le répète, de l'année 1981, en début d'année 1982, ces chefs d'entreprise réalistes ne peuvent pas être optimistes, et gravement, ça serait une grave faute de gestion que de vouloir casser le thermomètre pour ne pas connaître la température. Une innovation maintenant dans le domaine médical. C'est une grève originale que des malades du Rhin viennent d'entreprendre à la clinique du Bois d'Amour à Drancy, près de Paris. Ils font la grève de la dialyse, c'est-à-dire qu'ils refusent la séance d'épuration du rein artificiel qui leur permet de survivre. Ils ne sont pas contents de la qualité des soins qu'ils reçoivent, des soins qui pourtant, de toutes les maladies prises en compte par la sécurité sociale, coûtent le plus cher à l'assurance maladie. L'enquête de Serge Raffi. Drancy, 6 heures ce matin. 10 personnes se présentent devant les portes de la clinique du Bois d'Amour. Ce sont tous de grands malades et pour la première fois ils refusent la dialyse, un soin vital pour eux. Motif, les séances d'épuration de leur sang se passent mal. Ils accusent les machines de la clinique d'être trop fragiles, trop sophistiquées et de tomber trop souvent en panne. Nous avons d'énormes problèmes en dialyse actuellement, c'est-à-dire surtout techniques. Bien souvent, nous sommes dialysés à l'eau dure. L'eau dure veut dire directement l'eau du robinet, parce que les appareils, les osmoseurs ne fonctionnent très très mal. Nous l'avons signalé au directeur de la clinique, qui est gestionnaire de cette clinique. Pour l'instant, rien ne se fait. Ça fait déjà plus d'1 an que nous souffrons dans ces dialyses. On ne peut plus supporter ça. Nous sommes dialysés également sur des relax et non des lits. Quel type de troubles vous occasionnent les problèmes des machines? Les troubles que nous avons, ce sont des maux de tête très 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 forts, des vomissements, des crampes,
Et une fois que cette dialyse est terminée, bien souvent, ça nous reprend encore chez nous. Ce sont des malades qui doivent être épurés 3 fois par semaine. Et il est dangereux que si certains d'entre eux décident de sauter une séance, c'est dangereux pour eux. Et ils courent effectivement des risques, sinon vitaux, du moins en tout cas de confort. Et la qualité des soins n'est plus assurée. Les 10 ne sont pas en danger de mort, ils feront leur séance de dialyse simplement avec un jour de retard. Quant aux non-grévistes, ils l'ont faite normalement aujourd'hui. Cet après-midi, vous venez de constater que 14 dialysés se font soigner dans des conditions normales. S'il y a des conditions anormales dans cette clinique, je demande une commission d'enquête. Je l'ai dit ce matin à l'inspecteur départemental de la santé. C'était aujourd'hui un signal d'alarme. Les dialysés sont prêts à recommencer dans 15 jours si rien n'a changé d'ici là. Oui, il y a en France 11 000 malades du rein qui sont traités par dialyse. Et c'est une méthode à la fois contraignante et coûteuse, oui. Martine Alain-Rignaud. Oui, le rein artificiel a une bataille gagnée, celle de la survie. Avant, on mourait quand on était urémique chronique. Maintenant, on vit. Mais la bataille en cours, c'est celle du confort et c'est celle du prix. Alors, il y a encore des inégalités de traitement, il y a encore des inégalités de confort, de répartition. Tous les malades ne sont pas dans le cas de ceux de Drancy. Et dans le cas particulier, il y a probablement un règlement de compte interne à l'établissement dont font les frais ces malades-là. Il faut dire que de façon générale, les dialysés sont tout de même bien soignés. Mais à cette occasion, on peut dégager 2 ou 3 réalités tout de même. Quand 3 fois par semaine, on doit subir une séance de 4 heures d'épuration de son sang sur un lit, que l'on doit faire parfois 50, 100 ou 200 km pour se rendre à chaque fois au centre de dialyse, on supporte mal les inconvénients, même si la vie n'est pas en jeu, parce que c'est la vie durant. Deuxièmement, les dialysés sont de très belles victoires, mais de très chères victoires, vous l'avez dit, et pour ce prix-là, on voudrait qu'ils soient contents, il faut bien le dire. Alors, troisièmement, il faut donc améliorer à la fois le confort et le prix. Alors, j'ai ici un tableau qui vous montre 11 000 dialysés, ceux dont vous avez parlé tout à l'heure. Ils coûtent par an à la société 2,5 milliards de nouveaux francs. Et là-dessus, le transport représente déjà 20%, c'est-à-dire, je ne sais pas si on me lira parce que mon crayon sèche, 500 millions de francs nouveaux. Uniquement pour le transport. 50 milliards de centimes, uniquement pour le transport. Alors j'ai appelé des néphrologues cet après-midi pour leur demander quelle était la meilleure solution dans les mois à venir. Bien sûr, améliorer les conditions de ceux qui souffrent dans les centres, mais surtout développer la dialyse à domicile, la dialyse où le malade prend en charge avec sa famille la maladie, où des équipes soignantes le surveillent, où ils se sentent mieux, plus heureux, pour beaucoup moins cher, il faut le savoir, et ce sera mon dernier chiffre. Une séance à la maison coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une séance en sens hospitalier, public ou privé. Retour à l'étranger, en bref, avec d'abord en Israël cette décision obtenue de justesse au sein du gouvernement israélien. Les colons du Sinaï qui depuis un mois font monter les enchères puisqu'ils refusent d'évacuer Yamit pour laisser la place aux Égyptiens, eh bien ils ont obtenu gain de cause. Ils recevront l'équivalent d'1,5 million de francs en guise d'indemnité. En Italie, les Brigades Rouges ont réussi une nouvelle fois leur chantage à la terreur. Toute la nuit, à coups de communiqués contradictoires, on a cru à la mort du général américain James Dozier, enlevé le 17 décembre dernier. Puis les terroristes faisaient savoir que son interrogatoire se poursuivait. Le même scénario, on l'avait déjà vécu dans le cas de l'enlèvement d'Aldo Moro. De Rome, Victor Vrabant. Cette petite vieille du 3e âge sera condamnée à 5 ans de prison pour avoir apporté son concours direct aux Brigades Rouges. Non pas qu'elle maniait la bombe ou le pistolet mitrailleur, du moins elle hébergeait les terroristes et son appartement servait de base terroriste. On dira que c'est un cas extrême, c'est vrai, mais l'exemple de cette vieille femme montre du moins qu'il n'est pas possible de dresser un portrait robot, un portrait type du terroriste italien. On l'a bien vu au cours de ce procès, il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des femmes et des hommes qui se comportent d'ailleurs comme vous et moi, qui saluent leurs parents et leurs amis dans la salle du tribunal. Ce ne sont pas des robots automatisés de la Révolution. Ce qui est grave, c'est que malgré l'échec flagrant du terrorisme italien qui n'a pas réussi à ébranler le régime politique, ce qui est grave, c'est que malgré cet échec, les organisations terroristes continuent de recruter des clandestins, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes. 1 million en tout, paraît-il. Même si les actions les plus récentes des terroristes, c'est-à-dire enlèvement du général américain, certains assauts, assassinats, même s'ils sont spectaculaires, ne sont pas difficiles. C'est-à-dire, il suffit un petit groupe bien organisé qui va se concentrer sur
un objectif limité et précis pour donner à l'extérieur une impression de grande efficacité. Ce qui est grave aussi, c'est que malgré 5 ou 6 ans d'expérience, le gouvernement, les forces de l'ordre, la police, les carabiniers et l'antiterrorisme n'arrivent pas à venir à bout des brigades rouges et des autres associations de malfaiteurs politiques. Il y a près de 500 terroristes en prison, plus ou moins importants. Comment se fait-il, par exemple, que le terrorisme a été démantelé en Allemagne fédérale et que le gouvernement italien donne l'impression d'improviser, de réagir au coup par coup? Je dois dire qu'en Italie, nous n'avons pas la même efficacité des forces de l'ordre comme en Allemagne. Et dans certains moments, surtout pour les actions d'une des polices italiennes, les carabiniers, on a eu des succès très importants. Mais nous n'avons pas de bonne coordination entre les 5 polices qui, en Italie, s'occupent du terrorisme. Il n'y a pas une véritable efficacité des services de sécurité. Il n'y a pas encore une préparation professionnelle, même par les agents de police. C'est une mise en scène moins morbide que celle des Brigades Rouges, mais tout aussi efficace, que vous pourrez voir à partir de demain à Paris au théâtre de l'Odéon. Un spectacle du Théâtre National de Strasbourg qui, avec réalisme, vous entraînera dans un univers qu'il vaut mieux éviter et que le titre de la pièce révèle d'emblée, le palais de justice. France Nespo. Ce n'est pas un palais de justice, c'est l'Odéon à Paris. Tous les soirs, le public peut pénétrer dans les coulisses d'une salle de correctionnel, copie conforme de la réalité. Des revenus de 30 000 francs par mois d'employé d'hôtel, là. Non, celui-là, je peux l'entendre. Débrouillez-vous, maître. Téléphonez-lui, réveillez-le s'il le faut, mais je peux l'entendre ce matin. Suspension d'audience, le procureur qui en profite pour lire son journal, l'avocate qui parcourt le sien en mâchant du chewing-gum, les prévenus qui attendent le verdict, les policiers, tous ces acteurs d'un drame bien réel, banal et quotidien sont là. Mais attention, la sentence va être rendue, le spectacle de la justice peut reprendre. À quelle peine sera condamné Azumi pour avoir chapardé un tube de colle dans une grande surface? Quelle condamnation pour son coreligionnaire, accusé d'avoir agressé son voisin de HLM? Et quelle peine encore pour tant d'autres? Sagostein Louis, le tribunal vous condamne à 12 mois d'emprisonnement ferme, révocation des sursis antérieures, à 6 mois d'emprisonnement ferme sans confusion de peine. Sur les intérêts civils reçoit les parties civiles, condamne le prévenu à payer aux parents à titre de préjudice moral la somme de 20 000 francs à chacun et renvoie des contradictoires pour le surplus des intérêts civils au 7 décembre 80. Vous avez compris, monsieur, pour le 7 décembre. Oui, madame. Comment? Ça a été une rencontre entre les citoyens que nous sommes, concepteurs du spectacle et équipe du Théâtre National de Strasbourg, et la justice. Et ces citoyens se sont intéressés à ce phénomène et les gens de théâtre s'y sont intéressés aussi. Parce qu'on a l'habitude de dire que la justice est quelque chose de théâtral. C'est effectivement quelque chose de théâtral, mais pas du tout au sens où l'on s'y attend. Le théâtre qui est dedans, c'est qu'il s'y raconte des histoires. Il s'y raconte des histoires qui sont des vies, qui sont des bouts de vie. Et il y a des gens qui essaient de parler leur vie et d'autres qui leur posent des questions sur cette vie. Et le résultat de ces bouts de fiction et de ces nœuds de fiction, c'est un jugement. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Oui, on peut alors, vous aviez déjà été condamné pour lecture avec armes à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le 8 janvier 79. Les faits qui vous sont reprochés, d'ailleurs, monsieur le procureur a visé la récidive. Alors, expliquez-vous tout de suite sur ces faits qui vous sont reprochés, madame, et qui sont très graves. Première affaire, vol dans un café, 15 francs, du pain, une pomme. 21 ans. On en avait marre, on n'a pas de travail. Et vous avez déjà été condamné pour ce genre de vol. Je vous demande l'indulgence, messieurs les juges. Résultat, prison, 1 an pour l'un, 10 mois pour l'autre. Affaire suivante, vol à la roulotte, un maghrébin, il était ivre, il a cassé la vitre d'une auto. Il y a des témoins, mais il nie. Résultat, 10 mois de prison. Bruit de menottes, les gendarmes font la circulation des détenus. Affaire suivante,
3 Yougoslaves, ils ont pris un cric dans une voiture, une épave abandonnée. D'accord, ils n'ont rien cassé, mais il ne fallait pas jeter le cric dans le canal voisin. Résultat, 1 mois de prison avec sursis. Ça fait plus de 15 jours qu'ils attendaient cela en prison. Et pourtant, la détention provisoire officiellement doit être une exception. Et puis ça continue. Presque une trentaine d'hommes et de femmes cet après-midi devant les juges, devant le procureur, et puis une poignée d'avocats, stagiaires, généreux, mais sans moyens. Ça n'est pas du théâtre, mais la réalité de ce jeudi après-midi, c'est banal, c'est de la justice quotidienne. Tout le monde fait son travail, les mois de prison s'additionnent, mais les histoires de misère aussi. Sport maintenant, le rallye Paris-Dakar en deuil. Un motard néerlandais a fait avec sa Yamaha une chute mortelle au cours de l'étape d'aujourd'hui, l'une des plus dures du rallye en plein désert. Les résultats du karté qui s'est couru à Vincennes aujourd'hui, le 1, le 11, le 14 et le 8. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 246 269 francs. Dans un ordre différent, 13 797 francs. Dans plusieurs départements français, le mauvais temps sévit à nouveau, les inondations menacent. Cette fois, c'est encore la Dordogne, mais aussi la Loire et la Marne qui sont en crue. Pour l'instant, il faut le dire, la situation est quand même beaucoup moins grave qu'il y a 15 jours dans le sud-ouest et dans l'est. Alain Gillot-Pétré. La France est une éponge, mais pleine. Tout ce qui tombe coule immédiatement et c'est reparti pour un tour d'inondation. Les bassins les plus menacés sont ceux de la Loire, de la Dordogne, en général toutes les rivières descendant du Massif central. Une vingtaine de départements sont touchés par les crues. Les inquiétudes renaissent pour le Rhin, la Moselle, la Marne, la Seine. Le froid n'a pas encore stoppé la montée des rivières et la neige s'en mêle qui perturbe les communications comme en Bretagne et fondra lors d'un prochain redout. En effet, il neigera beaucoup demain. Il neigera beaucoup à cause d'un choc de titans, deux titans avec beaucoup d'énergie entre de l'air froid venu du nord et de l'air doux venu du sud. Les extrêmes de température relevés aujourd'hui à 13 h par la météo nationale étaient très contrastés. Il faisait moins 5 degrés à Nancy et plus 21 à Perpignan. Ça fait 26 degrés de différence entre le nord et le sud du pays. Choc de titans demain en effet. Voici pourquoi. L'air doux remonte associé à une perturbation, une zone de nuages, et l'air doux est puissant. L'air froid descend aussi, et il est également puissant. La ligne de friction entre ces deux masses d'air très contrastées sera violemment agitée. Il y aura donc beaucoup de nuages et de la neige. Le baromètre demain sera en baisse, et le thermomètre aussi, notamment au nord-est. Région par région, ça nous donne ceci. Sur le nord, du nord au nord-est, temps variable avec quelques éclaircies, des vents assez forts de sud-est, temps très froid. Du Cotentin au bassin parisien et au nord des Alpes, beaucoup de nuages, une bande de nuages accompagnée de chutes de neige et de verglas, et ça tiendra. Sur l'ouest du pays, temps variable avec des éclaircies et des vents assez forts de sud-ouest, très peu de pluie. Sur le massif central et l'Aquitaine, beaucoup plus de nuages, quelques pluies. Sur le sud-est du pays, notamment le littoral de la Méditerranée, variable avec des nuages mais aussi des éclaircies. Éclaircies et nuages aussi en Corse, mais également quelques pluies. Les températures prévues pour demain sont très froides sur le nord-est du pays, moins 8 prévues pour cette nuit et l'après-midi sur le nord. Le nord-est, Paris et le centre, toujours dégelés. Au sud du pays, c'est doux et le matin et l'après-midi. Puisque nous sommes jeudi, oui c'est cela, nous allons parler de la neige pour ceux qui partent pour les sports d'hiver ou qui vont y aller. Voici les hauteurs moyennes de neige recueillies sur les plus hautes pentes. Pour tous les massifs, il y a de la neige, un peu moins sur le massif central et les Pyrénées à cause du redout. Notre éphéméride, demain c'est le vendredi 8 janvier, les heures du soleil, levé 8h45, couché 17h10 et c'est la fête des Luciens. Mais j'ai pas fini, je voudrais vous parler aussi de la Lune. Sachez que samedi soir, de toute la France, vous pourrez voir une éclipse de Lune. Cela signifie que la Lune, la Terre et le Soleil seront dans l'alignement. Imaginez, c'est une supposition que ma tête est la Terre, la Lune est ici, le Soleil là. Voilà, la Terre va passer entre le Soleil et la Lune. Bref, il y aura de l'ombre sur la Lune. Vous la verrez de 20h17 à 21h35, ou plutôt, vous ne la verrez plus. Dernier journal à 23h15 avec Jacques Merlino. Demain midi, Philippe Labro recevra le philosophe, historien et journaliste Raymond Aron. Je vous rappelle les titres de cette édition. Un contrat d'armes françaises pour le Nicaragua. Jacques Delors prêche la confiance au patron. Enfin, les inondations, situation préoccupante dans les régions du centre. Bonne soirée sur Antenne 2 maintenant avec le magazine de Jacques Ségui et Yves Bonsergent. À demain, 20h.